Madame, Monsieur, bonsoir. La très bonne nouvelle du jour concerne le chômage. Il a enregistré au mois de juin la plus forte baisse depuis 4 ans. Embellie passagère ou réelle inversion de tendance, le ministre du Travail, Michel Giraud, est notre invité ce soir. Bonsoir. Nous allons revenir dans un instant sur les orages de la nuit dernière. Ils ont provoqué de gros dégâts, notamment dans la région de Clermont-Ferrand. Et puis à l'étranger, la situation au Rwanda, les soldats zaïrois encouragent désormais les réfugiés à rentrer dans leur pays. Également la tension entre les États-Unis et les militaires au pouvoir en Haïti. L'état de siège a été déclaré à Port-au-Prince après la décision de l'ONU d'autoriser une éventuelle intervention militaire américaine. Malgré donc, ou peut-être à cause de la chaleur, les orages continuent de perturber les vacances et la circulation. Près de 800 personnes ont été évacuées hier soir de 3 campings du Puy-de-Dôme. Aucune région de France n'a été épargnée. Olivier Sioux. Les vacances se sont terminées plus tôt que prévu pour les 800 campeurs de Chambon qui ont dû être évacués précipitamment hier soir. Ce matin, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il ne leur restait plus qu'à regrouper ce qui pouvait encore être sauvé et à prendre le chemin du retour. Ouais, terminé. Bah oui, il n'y a plus de place, hein. Tout est plein de boue, on est obligé de rentrer. À Chambon, la saison touristique, pourtant bien commencée, apparaît aujourd'hui bien compromise. Même chose à quelques kilomètres de là, à Superbès, où la piscine et la patinoire ont disparu sous 5 mètres de boue. Dans le sud-ouest, après la foudre, la grêle et les inondations, c'est l'heure des comptes. Dès ce matin, les habitants sinistrés se sont précipités à la mairie pour faire estimer les dégâts. Si la commune est déclarée zone sinistrée, elle ne le sera que dans 6 mois. Et dans 6 mois, pour se réparer, on ne voit plus. Oui, donc il faut réunir les preuves aujourd'hui. Et donc réparer, notamment les preuves, les principales, c'est les documents photographiques. Voilà. Si les pouvoirs publics reconnaissent l'état de catastrophe naturelle, les personnes sinistrées disposeront alors de 10 jours pour déclarer les dommages subis auprès de leur assureur. Près de Clermont-Ferrand, donc un jeune homme qui roulait à moto a été tué par la foudre et son passager a été blessé. Ce n'est malheureusement pas la première fois cet été et Patrice Pelé a cherché à savoir à la fois ce qu'il fallait faire pour se protéger et surtout pour comprendre ce phénomène de la foudre. Être touché par la foudre, c'est recevoir l'équivalent de 500 000 volts en moins d'une seconde. Rien ni personne ne résiste à cette décharge atmosphérique. Hier, dans la région de Clermont-Ferrand, un motard est mort foudroyé parce qu'il circulait sur une route déserte sous un orage. Dans ce laboratoire d'électricité de France, on étudie depuis plusieurs années la foudre pour déterminer son point d'impact. Résultat, tout semble montrer que c'est l'objet le plus haut et géographiquement le plus isolé qui sert de transfert entre le sol et le nuage chargé d'électricité. Un éclair, c'est une décharge électrique, donc soit entre deux nuages, due à la différence de potentiel entre deux nuages, soit entre le nuage et la Terre. Et on parle de foudre uniquement dans le cas donc, de décharge électrique entre le nuage et la Terre. Entre le 26 juillet et aujourd'hui, 4 personnes sont mortes en France, foudroyées pendant un orage. Pour éviter la foudre, pas grand-chose à faire à part s'allonger sur le sol ou se promener avec un paratonnerre. Seule la voiture et l'avion, grâce à leur charpente métallique, représentaient jusqu'à présent un bon isolant. Mais les choses changent, car l'apparition du plastique pour les voitures et des matériaux composites pour l'aviation risque de donner à l'avenir quelques sueurs froides à certains passagers. Voilà, sur la France, les orages devraient s'éloigner dans les heures qui viennent. À noter toutefois sur la Belgique de très importantes même inondations. Vous le voyez, ces images ont été tournées la nuit dernière dans la ville de Jodoigne. Il y a eu parfois jusqu'à 1,50 m d'eau donc dans les rues de cette ville belge. Aux États-Unis maintenant, ce sont les incendies qui font des ravages. Dans l'ouest du pays, plus de 15 000 hommes, des pompiers mais aussi des Marines, se battent contre les flammes depuis 2 jours. Valérie Astruc. Un ciel d'apocalypse, des flammes sorties de l'enfer, l'Amérique s'embrase. 26 feux de forêt ont éclaté en une semaine et c'est tout le nord-ouest des États-Unis qui est ravagé par le feu. La foudre est à l'origine de ces incendies, des incendies que 14 000 pompiers tentent en vain de contenir. L'armée a même été appelée à la rescousse. 1 millier de Marines ont quitté hier soir leur base en Californie pour apporter du renfort. Mais les flammes gagnent du terrain de jour en jour. Une centaine d'habitations sont déjà en ruine, toutes détruites par le feu. Les pompiers ont beau s'acharner au débroussaillage, mais rien n'y fait. Les flammes dévorent tout.
Par mesure de sécurité, des centaines de personnes ont dû évacuer leurs chalets. Heureusement, la population n'est pas vraiment menacée car la région est peu peuplée. C'est donc la forêt la première victime et la situation risque de s'aggraver. Les foyers sont nombreux et dispersés, la météo pessimiste, pas de pluie en perspective et le vent risque de redoubler. Déjà le feu a détruit 120 000 hectares. En une semaine, c'est autant de ravages qu'en 93. Et l'été est loin d'être fini. L'actualité en France maintenant, je vous le disais dans les titres de ce journal, 13 000 demandeurs d'emploi en moins pour le mois de juin. C'est la plus forte baisse du chômage enregistrée depuis 4 ans. C'est incontestablement donc un bon résultat. Le problème étant évidemment de savoir si cette embellie sera durable. Laurent Bailly. C'est en juin que ça s'accélère. Pour la première fois depuis 4 ans, l'emploi reprend. 13 000 chômeurs de moins, peut-être le début du retour vers l'emploi. Premiers bénéficiaires, les jeunes, 2,5% de moins à s'inscrire au chômage entre mai et juin. Et puis il y a aussi les plus de 50 ans, pour lesquels le chômage recule aussi. Explication de ces chiffres, la baisse de 6% des licenciements dans les entreprises. Plus encourageant encore, les offres d'emploi semblent repartir, plus 0,9%. Une amélioration scrutée à la loupe par les spécialistes. Je crois qu'il y a deux causes clairement à cette stabilisation. D'abord le début de reprise économique qui se confirme maintenant et deuxièmement les mesures prises pour l'emploi et notamment pour l'emploi des jeunes par le gouvernement au cours des derniers trimestres. Un bémol quand même pour juin, le nombre des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire un tiers des demandeurs d'emploi, continue d'augmenter. De quoi nuancer le commentaire des syndicalistes. On peut toujours lire les statistiques comme on veut. Il y a un allongement de la durée de prise en charge moyenne. Et ça, c'est dramatique. Je crois qu'il faut regarder les chiffres en face. 13 000 demandeurs d'emploi de moins, ça n'est pas négligeable. C'est une goutte d'eau par rapport à la situation générale de l'emploi dans notre pays. Depuis le début de l'année, le chômage a gagné du terrain. La baisse de juin ne suffit pas à compenser la hausse. Avec 12,6% de sa population active à la recherche d'un emploi, la France reste un des pays les plus touchés par le chômage. L'un des signes les plus encourageants est sans doute la baisse du nombre d'inscriptions à la NPE après un licenciement économique, ce qui tendrait à prouver que les entreprises ne dégraissent plus ou en tout cas dégraissent moins. Dans le Nord, les entrepreneurs du secteur du bâtiment, un secteur en général révélateur, sont optimistes, même s'ils restent extrêmement prudents. Reportage de Benoît Gadret et Jean-Christophe Raxi. Lucien Deden respire un peu mieux depuis quelques semaines. Optimiste mais prudent. Après une année noire, les affaires reprennent tout doucement pour son entreprise de peinture et ses 100 salariés. En se spécialisant davantage, en démarchant dans toute la France, cette PME a su préserver l'emploi. À la rentrée, si certaines grosses commandes se confirment, Lucien Deden pourrait de nouveau embaucher. Le marasme est moins prononcé que l'année passée. Cette année, il y a quand même pas mal d'adjudications qui se font, il y a les groupes scolaires qui se construisent, les HLM qui donnent du travail et les particuliers qui font appel à nous. Donc je suis, pour l'avenir, assez optimiste. Ce frémissement profite aux sociétés de travail temporaire. Dans cette agence spécialisée dans le bâtiment, on manque de maçons qualifiés. La période de congé y est pour beaucoup, mais tout de même, la confiance revient peu à peu. Et nous avons pu avoir auparavant des contrats d'une semaine, voire moins. Maintenant, nous rencontrons de plus en plus des contrats supérieurs à un mois, ce qui ne peut que générer une confiance de la part des entrepreneurs qui sont beaucoup plus optimistes dans la durée de leur travail confié. Légère embellie, carnet de commandes enrichi, le bâtiment se porte mieux dans le nord de la France, même si les entreprises sont encore loin d'embaucher définitivement. Michel Giraud, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous êtes enthousiaste, satisfait ou prudent? Satisfait parce que le nombre des chômeurs a diminué, parce que si l'on prend la période de 6 mois, on a le 5e des entrées en chômage qu'on avait il y a un an, parce que les jeunes sont aujourd'hui en meilleure situation. L'année dernière, pratiquement 25 000 jeunes chômeurs supplémentaires et cette année, 20 000 jeunes 16-25 ans chômeurs de moins. Donc la situation est bonne. Ceci étant, pas de triomphalisme. Vous savez, ce serait tout à fait déplacé. D'abord, je crois que nous sommes arrivés à un palier, mais un palier, il peut y avoir des hauts et des bas. Un palier, c'est pas un plancher plat. Il peut y avoir un effet de taux ondulé. Puis ensuite, quand on a encore 3 300 000 chômeurs, c'est-à-dire un grand nombre de familles qui sont dans l'épreuve, dans la peine, il faut se
gardés de toute satisfaction déplacée. Est-ce que vous pouvez mesurer d'ores et déjà les effets de la prime à l'embauche, cette prime de 2000 francs par mois offerte pendant 9 mois aux entrepreneurs donc, qui embauchent des jeunes? On en est au tout début. Je rappelle que la décision est du mois d'avril, il n'y a eu que le mois de mai et le mois de juin, donc c'est un début, un petit début, environ 10 000 primes ont été accordées. Mais en revanche, les contrats d'apprentissage, les contrats de qualification sont en très forte progression, plus de 55% pour les contrats d'apprentissage, près de 50% pour les contrats de qualification, et c'est là une des explications de l'amélioration de la situation dans l'emploi des jeunes. Si on note une certaine amélioration donc, pour l'emploi des jeunes, en revanche, le nombre des chômeurs longue durée, ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an, inscrits à la NPE depuis plus d'un an, lui continue d'augmenter. Cela veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'exclus du monde du travail en France? Il y a un effet mécanique. À partir du moment où il y a reprise de l'activité, mise en œuvre des mesures de la loi quinquennale et des mesures d'urgence pour les jeunes, obligatoirement, on a une augmentation, un effet mécanique, une augmentation du chômage de longue durée. D'autant que les chômeurs de longue durée, ce sont ceux qui sont rentrés dans le chômage en 91-92, début de la crise profonde. Aujourd'hui, ils sont chômeurs de longue durée. Et puis, il y a eu l'opération des 900 000 chômeurs, que je ne conteste absolument pas, mais on a offert à un certain nombre d'entre eux des stages de 3 mois, de 6 mois. Ils sortent du stage, ils sont chômeurs de longue durée. Donc, on a un vrai problème, ce qui justifie l'effort du gouvernement en faveur des chômeurs de longue durée, les contrats de retour à l'emploi, dont je tiens à signaler qu'ils sont en très forte augmentation aussi. Mais sur quoi est-ce que vous tablez d'ici la fin de l'année? Parce que les experts, apparemment, sont moins enthousiastes et moins optimistes que vous. Il y a d'abord les effets de l'économie en général. Je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui une reprise de l'activité industrielle, plus seulement l'exportation, l'investissement. Une reprise de l'activité industrielle, un début de reprise de la consommation. Il y a ce que votre reportage signalait, une baisse des licenciements économiques et une augmentation très sensible, 34%, des offres d'emploi et des offres d'emploi satisfaites. Toutes les composantes dont nous disposons conduisent à penser qu'on est arrivé à un palier fiable, un palier solide. Oui, Édouard Balladur avait dit il y a quelques mois stabilité du chômage fin 94. Vous dites aujourd'hui 100 000 chômeurs de plus. C'est l'objectif que vous vous fixez? On disait l'année dernière, les instituts de conjoncture disaient plus de 150 000 chômeurs en 94. Ils ont corrigé à la baisse il y a quelques mois en disant plus 100 000. Le Premier ministre comme moi-même, nous pensons que ce sera moins de 100 000 et nous faisons tout ce qui doit être fait pour accompagner la reprise par la mise en œuvre des mesures structurelles de telle façon qu'on ait une reprise qui soit porteuse d'emploi, ce qui n'était pas toujours le cas naguère. Toujours dans ce contexte d'amélioration des indicateurs économiques et comme les chiffres du chômage sont révisés à la baisse, le gouvernement, par souci d'économie, pourrait modifier sa participation financière au régime de l'assurance chômage. L'UNEDIC, cette rumeur ou cette hypothèse qui a couru aujourd'hui, a provoqué un tollé chez les syndicats mais aussi chez les patrons. Pascal Golomer. Cette nuit-là, les huissiers du ministère du Travail s'en souviennent très bien, ils avaient veillé fort tard. C'était il y a un an, le 23 juillet précisément. Après 40 heures de discussion, l'État et les partenaires sociaux signaient un accord sur le redressement des comptes de l'assurance chômage. Des cotisations en hausse pour les salariés comme pour les entreprises, une indemnisation en baisse pour les chômeurs, mais en contrepartie, un effort important de l'État, 10 milliards de francs versés chaque année à l'UNEDIC pendant 3 ans. C'est ce versement que Michel Giraud remet discrètement en cause lundi dernier dans une interview à la Tribune des Fossés. Le chiffre de 10 milliards est-il révisable, se demande-t-il? Non, répondent aussitôt les syndicats. Au motif légitime de devoir ficeler un budget difficile pour 95. Le gouvernement ne peut pas sauter un obstacle de court terme au risque de compromettre durablement l'avenir et durablement le redressement du régime d'assurance chômage. En fait, pour le gouvernement, puisque les chiffres du chômage s'améliorent, les comptes de l'UNEDIC suivront. 6,5 milliards de francs d'excédents sont d'ailleurs prévus pour 94. L'État peut dès lors réduire sa contribution. Erreur d'interprétation, répond le patronat. Sur cet accord, il était prévu que s'il y avait meilleure situation, il y aurait priorité à accélérer le désendettement de l'UNEDIC. Et rappelons-le, nous sommes toujours à 30 milliards de dettes pour l'UNEDIC. C'est sans doute le Premier ministre qui devra trancher. En tout cas, si l'objectif était de tester la capacité de réaction des partenaires sociaux en cette période estivale, c'est plutôt réussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le gouvernement finalement trahisse la parole qu'il a donnée aux patrons et aux salariés qui, eux, de leur côté, ont fait des efforts? Soyons très clairs. Le gouvernement respectera l'engagement financier qu'il a pris. En revanche, ce que souhaite le gouvernement, c'est qu'il y ait une concertation avec les partenaires sociaux pour voir comment échéancer
les versements, conjuguer l'équilibre et l'équilibre durable du régime d'assurance chômage que je souhaite tout autant que les partenaires sociaux et les comptes publics de la nation. Chacun sait qu'à partir du moment où on dépense plus, ou bien c'est du déficit, ou bien c'est de la fiscalité, ou bien c'est de l'emprunt, et l'emprunt n'est rien d'autre que de la fiscalité à terme. Vous donnez ce soir la garantie aux syndicats que les 10 milliards de francs seront versés en 1995 et en 1996. Je donne la garantie que les engagements financiers de l'État seront respectés par l'État. Et puis, il appartiendra au gouvernement, et en particulier au ministère du Travail, de voir avec les partenaires sociaux de l'UNEDIC, avec les gestionnaires de l'UNEDIC, quel est l'échéancier le plus conforme aux intérêts du régime d'assurance chômage et à la situation du budget de l'État. Merci beaucoup Michel Giraud. Un dernier mot au chapitre économique pour vous signaler que le Qatar a décidé d'acheter plusieurs Mirage 2005 à la France. Un accord vient d'être conclu. On ne connaît pas encore exactement le nombre d'appareils et le montant du contrat. Depuis 15 heures cet après-midi, le sénateur UDF du Var, Maurice Arex, s'est entendu au palais de justice de Toulon. Et l'on saura dans les minutes qui viennent si le juge d'instruction qui enquête sur une affaire de corruption décide de l'envoyer en prison. Sur place à Toulon, Michel Fine et Patrice Velay. Il est arrivé 5 minutes avant l'heure, entouré par ses 2 enfants et ses 3 avocats. Devant le palais de justice, quelques Toulonnais venus en curieux et quelques amis venus en fidèles. S'il vous plaît. Écoutez, vous avez fait au moins 2000 ou 3000 photos. Je ne suis pas une vedette, je suis un pauvre gars comme tout le monde. Dans quel état d'esprit arrivez-vous, monsieur Arex? Confiant. Parce que j'ai de très bons avocats et j'ai un très bon dossier. Confiants, eux aussi, mais inquiets malgré tout, les amis et parents de Maurice Arex qui ont tenu à l'accompagner dans l'épreuve. C'est un homme super. On lui reproche une bêtise comparativement au bien qu'il a fait. C'est pas croyable le bien qu'il a fait. Ici, à ce moment, il devrait y avoir toute la mairie, tout le conseil général qui vient d'applaudir. Bon, nous l'accompagner parce que c'est nos parents, qu'on les aime, mais on est confiants en effet. Hein. On connaît notre père, on sait comment il est. Et voilà. Ça doit être un peu dur de l'amener ici dans ces conditions, non? Assez, ça se voit pas, mais c'est dedans, quoi, oui. Dans le bureau du juge d'instruction, Maurice Arex a été entendu pendant 3 heures. Soupçonné d'avoir perçu un pot de vin d'1,5 million de francs à l'occasion de l'attribution d'un marché public, il devait être mis en examen pour corruption. Vers 18h15, le procureur de la République de Toulon, André Ride, est entré dans le bureau du juge d'instruction. Une visite qui est plutôt de mauvais augure, car elle pourrait signifier que le parquet a l'intention de demander la mise en détention de Maurice Arex. Dans ce cas de figure, le juge d'instruction entendra d'abord les arguments du procureur, ensuite ceux des avocats, avant de décider de placer ou non sous mandat de dépôt le sénateur du Var. Voilà, et nous devrions connaître la décision du juge d'ici la fin de ce journal. C'est en tout cas ce que vient de nous faire savoir Michel Fine. À l'étranger, en Haïti, plus rien ne s'oppose désormais à une éventuelle opération militaire des Américains pour ramener la démocratie dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert pour chasser les militaires du pouvoir et le chef de la junte en place à Port-au-Prince a immédiatement déclaré l'état de siège. Philippe Boisserie. Dans les rues de Port-au-Prince, la proclamation de l'état de siège n'a pas changé les habitudes. On continue à vendre sur les trottoirs de l'essence de contrebande à des prix prohibitifs. L'embargo international décrété il y a 1 an touche durement l'économie. Pas de mouvement de panique parmi la population, pas de mobilisation non plus. Chacun préfère faire comme s'il n'avait pas entendu l'appel véhément lancé par le président d'Haïti, un président qu'aucun pays n'a reconnu. La bataille d'Haïti se prépare. Nous allons de toutes nos forces et avec tous nos moyens la livrer. Elle sera dure, implacable, mais nous ferons face. Pour préparer la riposte à un éventuel débarquement américain, le général Cédras, l'homme fort du régime, a réuni un conseil des ministres extraordinaire avec tout son état-major. Mais on voit mal comment les 7500 militaires haïtiens pourraient s'interposer. L'autorisation d'une intervention militaire votée par le Conseil de sécurité de l'ONU ne donne pas pour autant carte blanche aux États-Unis. À l'exception de l'Argentine, tous les pays d'Amérique latine ont marqué leur opposition. Certains Américains aussi, à commencer par l'ancien président George Bush. Au point que Madeleine Albright, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, n'a pas voulu donner de date précise pour une intervention, pour maintenir la pression, dit-elle.
L'exercice de débarquement des Marines américains vendredi dernier à Porto Rico, devant les caméras de télévision, servait peut-être à cela, montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Au Rwanda, les épidémies, la déshydratation et l'épuisement auraient déjà fait plus de 50 000 morts. C'est en tout cas le chiffre avancé par des militaires français dans les seuls camps de réfugiés de la région de Goma au Zaïre. Les soldats zaïrois tentent par tous les moyens de persuader les Rwandais de rentrer dans leur pays. Reportage à Goma de Philippe Gassot et André Issora. Les Rwandais qui avaient trouvé dans la ville de Goma ou dans les environs non pas un refuge mais un endroit pour poser leurs baluchons ont pris la route des camps du Nord, Kibumba ou Katale. Un peu partout sur les routes, des groupes continuent leur exode. Ce sont des voitures avec haut-parleurs qui les y ont incités. Allez vous réfugier, allez vers des camps, vers ces camps. Dans ces camps, vous pouvez recevoir quelques vivres, vous pouvez recevoir quelque chose. Mais là, c'est reste à vérifier s'ils reçoivent quelque chose, s'ils reçoivent des soins. Vous n'avez pas envie de bouger de Goma, vous? Moi, je n'ai pas encore bougé de Goma parce que la situation de Goma et dans les camps reste la même. Il est vrai que la ville est méconnaissable. Les réfugiés qui occupaient le moindre jardin, le moindre recoin, se font beaucoup plus rares. Chaque pierre ici indiquait l'emplacement d'un foyer. Seules demeurent les personnes qui sont assistées et qui savent pouvoir être approvisionnées, les réfugiés trop fragiles pour parcourir 30 ou 40 km et aussi beaucoup d'enfants. Goma reprend ses habitudes de ville africaine. Sur les bords du lac, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de réfugiés. Les réfugiés rwandais semblent avoir en masse pris la direction du nord. Reste un problème ici dans la ville de Goma, ce sont les soldats du phare, les soldats de l'ancien régime, qui semblent, eux, vouloir s'accrocher à la ville. Il est vrai que les 10 000 soldats rwandais vaincus qui restent en ville n'ont pas grand-chose à espérer d'un éventuel retour au pays, ni d'une place privilégiée dans les camps de réfugiés au nord. Ce n'est donc pas demain que ces soldats accepteront de quitter Goma. Sachez qu'un avion français s'est écrasé dans la région de Goma ce matin. Le pilote a pu s'éjecter, il est sain et sauf. Un nouveau contingent de soldats français, entre 300 et 400, devrait quitter le Rwanda avant la fin de la semaine. En Pologne, un hommage a été rendu aujourd'hui aux victimes du soulèvement de la population de Varsovie contre les nazis. Au début du mois d'août 1944, les habitants de la capitale polonaise avaient tenté de se libérer de l'Allemagne nazie. Le soulèvement avait fait 200 000 victimes. Devant Lech Walesa, le président polonais, M. Herzog, le président allemand, a demandé pardon aux Polonais pour les souffrances démesurées infligées à leur pays. Un autre anniversaire en ce 1er août, celui de l'ordre de mobilisation générale lancé à tous les jeunes Français le 1er août 1914. 8 millions d'hommes s'étaient mobilisés pour partir en guerre contre l'Allemagne. C'était il y a donc 80 ans et ceux qui sont encore là se souviennent. Reportage de Valérie Gachet. Les gens se sont pressés, incrédules, autour des affiches et dans toutes les communes de France, les cloches se sont mises à sonner. C'était au soir du 1er août 14, dans cette France encore rurale, bien peu avaient vu arriver la Grande Guerre. On lisait peu les journaux, surtout à cette époque de l'année où on était pris par les travaux des champs. Et dans ces conditions, lorsque le tocsin a résonné, eh bien, ce fut une surprise telle que dans bien des cas, on pensa que c'était un incendie, l'annonce d'un incendie. Les premiers trains partent pour le front dès le lendemain. À Berlin, mort à Guillaume, peut-on lire sur les wagons. Acclamés par la foule qui leur offre des fleurs, les hommes semblent résolus à combattre. Mais cette gaieté bruyante cache sans doute leur appréhension. Certains n'ont pas même eu le temps de dire au revoir à leur famille. Par la suite, bien entendu, on a reparlé de la revanche, on a reparlé de l'Alsace-Lorraine, mais le 1er août 1914 et dans les jours qui suivent, les sentiments qui dominent sont ceux de répondre à une agression injustifiée. Les hommes mobilisés partent, persuadés qu'ils seront rentrés avant Noël. Mais en décembre, 300 000 Français ont déjà trouvé la mort. La guerre s'enlise dans les tranchées. Quand elle s'achève, le 11 novembre 1918, 1 300 000 poilus ont péri sur le champ de bataille. Une guerre encore, mais celle du Vietnam sera ce soir le thème de Kilomètre Zéro, aux alentours de 22h20 sur notre chaîne. Véronique Tavo a suivi les traces du président Ho Chi Minh dans un pays qui, même s'il essaie de s'ouvrir, garde les empreintes de sa guerre d'indépendance. Quelques kilomètres au nord du 17e parallèle, au milieu des rizières et des champs de boue, autrefois ravagés par la guerre, un petit groupe d'hommes s'active. Ils sont américains
et travaille depuis maintenant 2 ans en étroite collaboration avec des équipes vietnamiennes. Leur mission, rechercher les traces des Missing in Action, ces soldats américains portés disparus après la guerre du Vietnam. Officiellement, il y en a encore 2200. C'est sur la base de témoignages de Vietnamiens que les fouilles sont effectuées. En 1971, un hélicoptère transportant 6 soldats américains se serait écrasé ici. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Travail de fourmi, chaque mètre carré de la rivière va être passé au peigne fin. À l'arrivée, des tonnes de boue. Image saisissante que cette collaboration américano-vietnamienne. Mais tous ici savent que tant que le dernier corps de GI n'aura pas été retrouvé, l'Amérique ne pourra pas tirer un trait définitif sur la guerre du Vietnam. Ce jour-là, les fouilles ont été fructueuses. Des fragments de métaux, des dents, des os ont été découverts. Trop tôt encore pour dire s'il s'agit des soldats disparus. Mais tout ce qui est trouvé ici va être envoyé aux États-Unis, à Hawaï, au laboratoire central des Missing in Action. Ce soir donc à 22h20. L'actualité sportive maintenant, une fois de plus, les conditions de sécurité dans lesquelles se déroulent les Grands Prix de Formule 1 reviennent à la une. Vous avez sans doute vu les images du Grand Prix d'Hockenheim hier. Le ravitaillement des voitures pendant la course, qui a failli provoquer une véritable catastrophe, est à nouveau sur la sellette. Laurent-Frédéric Bollet. 400 ravitaillements environ depuis le début de la saison et pas un problème jusqu'à hier. Le néerlandais Verstappen rentre au stand au 15e tour et ce que l'on pouvait craindre va arriver. Il s'agit alors de changer les pneus et de remettre de l'essence dans le réservoir, opération maintes fois effectuée avec normalement des garanties de sécurité. Mais là, sans qu'on sache encore pourquoi, l'essence gicle et c'est aussitôt le brasier. Vision terrifiante, le drame a donc eu lieu. L'incendie ne dure que 3 ou 4 secondes, mais c'est suffisant pour remettre en cause ces ravitaillements au nom de la sécurité. Le pilote et 5 mécaniciens ne souffrent que de légères brûlures, heureusement. Aujourd'hui, chez Peugeot par exemple, on réagit en relativisant l'accident, oui, mais en le dénonçant. C'est très spectaculaire, mais c'est pas trop grave parce que c'est l'essence qui est dessus et obligatoirement, on dit que ça a été éteint très rapidement, mais ça pouvait pas vraiment brûler parce qu'une fois que l'essence qui était dessus a brûlé, ben, ça s'arrête d'une manière presque naturelle. Sur un plan sportif, je suis d'accord que ça ne sert à rien. Et si on pouvait penser que c'était bien sur un plan du spectacle, eh bien, moi je crois que là aussi ça n'apporte rien. Donc la sagesse, effectivement, ça serait d'arrêter. Les ravitaillements en Formule 1, c'est une vieille histoire, mais en 1983, on les avait interdits avant de les autoriser de nouveau cette année. D'ailleurs, certains les défendent. Chez Ferrari, par exemple, on est pour, car le moteur italien consomme plus que les autres. Sauf coup de théâtre, les ravitaillements vont donc continuer et la Formule 1 va encore jouer avec le feu. Un excellent résultat maintenant pour une équipe de France dont on ne parle pas souvent, l'équipe de concours complet, c'est de cheval qu'il s'agit. Eh bien, cette équipe est devenue ce week-end vice-championne du monde. William Irigoyen. Des chutes, il y en a eu ce week-end à La Haye au championnat du monde de concours complet. Toutes plus spectaculaires les unes que les autres, mais heureusement sans gravité. Devant cette hécatombe, l'équipe de France a su tirer son épingle du jeu. Jean-Louis Bigot, Didier Séguret, Marie-Christine Duroy et Jean Teller ont réussi à obtenir la médaille d'argent dans une épreuve qui combine le dressage, le cross et un saut d'obstacle. Cette performance survient un an après la deuxième place des Français au championnat d'Europe, où ils avaient remporté le titre individuel. Cette place de vice-championne du monde, l'équipe de France la doit à 2 hommes, Pierre Durand, qui a su insuffler un nouvel état d'esprit, mais aussi et surtout à Thierry Touzin, au poste d'entraîneur. Ce podium est de bon augure pour l'équipe de France.
Elle se qualifie ainsi pour les Jeux Olympiques d'Atlanta et surtout, signe encourageant, elle semble avoir retrouvé le goût du combat. On n'oubliera pas de souligner enfin la bonne 6e place de Jean-Loup Bigot au concours complet individuel. Pour l'instant, l'équitation française a de beaux jours devant elle. À cheval toujours, mais avec une épuisette cette fois pour notre chronique vacances. C'est le cadre pittoresque d'Oostduinkerke, l'ai-je bien prononcé, c'est en Belgique. Et c'est le seul endroit au monde où l'on pêche à cheval la crevette. Benoît Gadré et Jean-Christophe Raxi ont rencontré Maurice, c'est le cavalier, et Élise, c'est sa jument. C'est la caresse du matin, un rituel entre Maurice de Necker, un flamand jovial et bien portant, et Élise, une vieille jument brabançonne. L'heure est venue d'aller à la plage d'Oostduinkerke, une station balnéaire érigée au sud d'Ostende. Attelée à l'ancienne, Lise, de sa démarche pataude, transporte ses 1000 kilos jusqu'au front de mer, où l'attendent avec impatience de nombreux vacanciers. Car l'été, le duo constitue une véritable attraction touristique, une agitation qui ne semble guère émouvoir la vieille jument. La Lise, elle était embêtante, hein. Elle veut partir avec les autres. Regarde, allez, ça va aller, oui. La Lise, elle est bien connue, hein. Tout le monde connaît la Lise. Les gens, elle est depuis 14 ans, elle vient à la mer. Si on n'est pas venu à la mer pendant des mois, elle court pour être ici. Elle aime bien l'eau, là. Cette pêche, unique au monde, se pratique de mars à octobre à marée basse. Lentement, le cheval tire un petit chalut qui capture les crevettes grises vivant en bord de mer. La pêche équestre n'a jamais constitué une profession en soi, mais plutôt un complément de revenus pour les agriculteurs ou les artisans du littoral flamand. Quand il fait froid, les captures sont plus importantes, en moyenne 7 kilos de crevettes en 2 ou 3 heures de pêche. Tu dois venir à 4-5 heures du matin à la mer. Pendant le mois de mars et avril, il fait froid, hein. Souvent il gèle, il fait froid, il est mouillé. C'est pas gai, ici c'est gai, il y a beaucoup de gens autour, ça fait rien. Quand je viens à la mer, c'est parce que il y a trop de stress. Ici, je me détends, je pense à rien. Cuites, les crevettes grises font le bonheur des touristes belges. Enfin gourmet, Maurice sait aussi honorer ses crustacés, mais ce qu'il préfère avant tout, c'est chevaucher sa vieille jument et parcourir la côte belge comme un cavalier de la mer. Un autre lieu de pèlerinage, l'un des plus fréquentés au monde, est menacé de disparition. Le château de Dracula, en Roumanie, il accueille jusqu'à 4000 visiteurs par jour en été, mais comble de l'horreur, il menace de tomber en ruine. Erda Feist. Paisible, niché au cœur d'une région idyllique, rien ne laisse deviner que ce château a abrité le sanguinaire prince Vlad, dit l'Empaleur. Un surnom que ce seigneur du XVe siècle devait à son passe-temps favori, l'empalement de ses ennemis. 4 siècles plus tard, sa férocité a inspiré un romancier irlandais. Bram Stoker a vampirisé le prince médiéval pour inventer Dracula. Dans la chambre du prétendu vampire trône fièrement un crucifix, véritable repoussoir pour les buveurs de sang. À l'avenir, l'illustre fantôme de Dracula pourrait bien chercher un autre château à hanter, car celui-ci est menacé de ruines. De grosses failles ont entamé ses entrailles, des fissures dans la roche qui menacent également de ruines les habitants du village voisin. Depuis belle lurette, le seigneur aux longues incisives ne leur fait plus peur. Dracula s'est transformé en poule aux œufs d'or. Si le château s'écroule, adieu le pactole et les 4000 touristes par jour en haute saison. Au royaume du kitsch et du fantastique, tout se monnaie, même l'image du légendaire vampire des Carpates. On en frémit. D'autres sur qui le temps semble ne pas avoir de prise. Après les Pink Floyd ce week-end en France, les Rolling Stones remontent sur scène. Ce sera à Washington ce soir après 5 ans d'absence. Louis Carzou. Sur l'état civil, on pourrait les croire plus proches des Hespérides avec une camomille bien tassée que d'une tournée mondiale des stades et arènes en tout genre. Mais il faut se méfier des apparences toujours trop pieuses lorsqu'il s'agit des Rolling Stones. Avec leur 22e album, mais sans leur bassiste, qui a quitté le bateau il y a 2 ans, les cartes vermeilles du rock sont bien décidées à remettre le feu, et ce dans plus de 53 villes américaines, en guise d'apéritif.
Après leur concert surprise de Toronto, dommage qu'ils n'aient pas choisi la Bourboule, les Pierres démarrent donc ce soir à Washington DC leur tournée officielle. Une question tout de même, après plus de 30 ans de carrière, quelle peut être leur motivation? L'argent ou bien l'argent? What about all the beer you can drink and all the girls down the front? I mean, there's other things than money. First things first, boys. That's what I guess makes it kind of exciting, you know. We have to wait till we get out there to find out. You can rehearse, you can do everything, but until you get out there, you don't know exactly what form it's going to take, how far you can take it. Quant à leur visite dans la douce France, il faudra patienter jusqu'à l'été 95. Un an! Voilà, on va patienter. Sachez, si vous habitez la région parisienne, que l'autoroute A6A sera fermée à partir de demain et jusqu'au 24 août dans le sens province-Paris, entre Orly et la porte d'Orléans. Dans l'autre sens, la circulation sera alternée, voilà qui promet de gros embouteillages aux entrées de la capitale. Dans un instant, les prévisions météo pour la journée de demain. Les orages devraient s'éloigner, c'est ce que nous dira Nathalie Riouet. À 20h50, le 6e des 8 épisodes de notre série de l'été, Jalna. Voyage à travers le Vietnam vers 22h20. Véronique Tavo nous emmène sur la route d'Ho Chi Minh. Et puis le dernier journal aux environs de 23h15. Il sera présenté par Florence Duprat. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.